À partir de 1650, au Danemark, aux Pays-Bas, en Angleterre, et dans le nord de la France, l'agriculture commence une révolution dans son mode de production comme dans les techniques employées. Dans les régions méditerranéennes, on continue de parler parfois de culture attelée lourde pour cette première révolution agronomique, favorisée par des observations codifiées de travaux pionniers, comme ceux d'Olivier de Serres, 1539-1619. Les États tentent de réserver l'usage des grandes forêts à la fourniture de bois d'œuvre pour la construction immobilière et navale. Pour cela ils imposent des méthodes de gestion rationnelles, elles sont bientôt imitées par les autres propriétaires forestiers, en France. L'ordonnance de 1669 de Colbert est ainsi à l'origine du code forestier. Après avoir perdu le droit de piégeage, les paysans perdent alors progressivement le droit de pannage, ou droit de glandage pour les porcs, le droit de package pour tous les animaux, et le droit d'affouage, prélèvement de bois de feu. Il faut donc compenser la perte de ces ressources communes. Cette révolution repose sur un cycle vertueux, la meilleure alimentation animale permet d'obtenir des chevaux et des bœufs plus puissants, pouvant tirer des machines plus imposantes. Les instruments agraires sont rapidement améliorés. On augmente ainsi la productivité des terres, tandis qu'on utilise les déchets organiques pour faire du fumier, ce qui autorise la suppression de la jachère. En France, un tel modèle perdurera jusqu'au XXe siècle, voire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tandis que les États-Unis avaient amorcé dès les années 1930 la révolution agronomique moderne. Le point clé de ces changements est le passage de la rotation triennale avec jachère à la rotation quadriennale sans jachère. Toutefois, on trouve aussi des rotations de 3 ou 6 ans, mais toujours sans jachère, ou encore des prairies de longue durée. Pour conserver à la terre sa fertilité sans jachère, on cultive systématiquement des plantes améliorantes. Celles-ci sont de deux sortes, les légumineuses, qui présentent la particularité d'enrichir le sol en azote, qui n'est pas encore connue, grâce à leur nodosité. Pois, haricots, lentilles sont déjà connus, on y ajoute le trèfle et le sainfoin cultivé, fourrage très apprécié. La luzerne cultivée beaucoup plus exigeante apparaît en Espagne au XVIe siècle. En l'absence de fumure azotée ou organique, la différence entre un blé cultivé après trèfle et un blé cultivé après une autre céréale est souvent spectaculaire. Les plantes sarclées, dites aussi nettoyantes parce qu'il faut les biner. Au prix d'un travail supplémentaire, on détruit les plantes adventices, et leur cycle de reproduction est ainsi rompu. Parmi ces plantes, les plus appréciées sont celles qui possèdent une racine pivotante qui permet d'aller chercher en profondeur les éléments minéraux. Elles contribuent aussi à ameublir le sol. Elles se conservent l'hiver en terre s'il ne gèle pas trop ou en silo. Les variétés fourragères sont proches des variétés potagères et peuvent être consommées en cas de famine. Ce sont le navet, le rutabaga, navet de Suède, chou-navet, le radis fourragé. Il existait des variétés géantes, le panais et la carotte fourragère. La betterave fourragère n'apparaît que vers 1750, en Rhénanie. Suppression de la jachère, et des servitudes féodales. La rotation quadriennale semble être apparue au Pays d'Aux et en Flandre, au début du XVIe siècle. Très vite elle est adoptée en Belgique, aux Pays-Bas et en Flandre française. Son expansion s'est ensuite heurtée à des obstacles de taille. Cette rotation est en effet incompatible avec les principes de la solement triennale et de la veine pâturque qui utilise la sole en jachère comme package accessible à tous. Son application est dépendante de changements politiques, aux Pays-Bas, après la guerre de 80 ans et le départ des aristocrates espagnols, 40% des paysans se retrouvent propriétaires de leurs terres, les autres peuvent obtenir des baux de 21 ans avec un véritable statut du fermage. L'agriculture hollandaise fait figure de modèle. En Angleterre et au Pays de Galles, le mouvement des enclosures apparu vers 1600 et appuyé sur des textes juridiques, se heurte à une forte résistance des paysans pauvres, mais ceux-ci peuvent retrouver du travail dans l'industrie naissante. Il reste alors une élite de fermiers riches formés au traité des agronomes et disposant parfois de capitaux considérables. Au Danemark, la contestation du système féodal aboutit pacifiquement à la réforme agraire de 1786.
Les paysans danois restent nombreux et s'enrichissent sur des surfaces modestes grâce aux nouvelles méthodes d'élevage. Le Danemark est aussi un précurseur dans la mise en place de l'instruction agricole. En Suède, Finlande et Norvège, la sortie du système d'open field et de répartition de l'ensoleillement demandera plusieurs remembrements, storskifte, et réformes agraires étalées entre 1749 et 1827, mais, comme au Danemark, les paysans restent nombreux. Cette période est aussi le temps d'une amélioration significative des méthodes de transformation et conservation des produits agricoles. Les légumes racines, en particulier pour les animaux, sont conservés en silos semi-enterrés, recouverts de paille et abrités sommairement. La pomme de terre se conserve en cave et le topinambour simplement en terre. Les salaisons, les fabrications fromagères et la vinification se développent considérablement. La méthode champenoise est définitivement mise au point vers 1700, notamment par Dom Pérignon. Le petit pois et le haricot vert ne sont pas de nouvelles espèces mais des variétés dont on mange les grains ou les gousses avant maturité. Ce sont des innovations italiennes qui se répandent dans toute l'Europe à partir de 1700. La culture des asperges violettes ou blanches à Gros-Turnion est mise au point progressivement aux Pays-Bas et en France par la pratique du butage et l'obtention de nouvelles variétés. La culture du fraisier cultivé apparaît à partir de 1850 en Bretagne, fraise de Plougastel, et en Angleterre à la suite des travaux d'Antoine-Nicolas Duchesne. Les cultures sur couche chaude, terreau mélangé à du fumier en cours de fermentation, ou en serre, alors coûteuse, commence. La culture du champignon de couche en cave, est mise au point en France, est celle de la barbe de capucin et des endives, des variétés de Ciorium intybus, la chicorée, en Belgique durant cette période. La France est aussi un pays très réputé pour son pain. Cette situation serait due à l'excellence de sa meunerie où l'on utilise comme meule la pierre meulière de la Ferté-sous-Jouarre qui y est, par ailleurs, largement exportée.